Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Christine Estadieux-Planète, qui est médecin généraliste, et elle nous présentera le projet sur l'insuffisance cardiaque. Aussi, nous aurons le plaisir d'accueillir Catherine Lafortune, qui est pharmacienne, et Valérie Borin, qui est diététicienne, et elles deux nous présenteront l'offre ETP sur le territoire, plus précisément sur la CPTS du Val d'Orge. Voilà, je vous souhaite une agréable séance et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, je vais déjà vous situer la réflexion du projet. En fait, au départ, nous avons réfléchi avec le docteur Malmartel, qui est aussi installé à Morsan dans un autre cabinet, Madame Lafortune, qui est pharmacienne, et Madame Borin, qui est diététicienne, sur un projet insuffisance cardiaque. Le travail, une fois fait, et pendant l'élaboration, a été soumis à deux cardiologues, le docteur Bailly à Épinay et le docteur Debache à Morsan. L'un est attaché à l'hôpital Jacques-Cartier, l'autre à l'hôpital sud-francilien. Un partenariat s'est très vite construit avec le réseau Rédicard et le docteur Assiag, qui s'associe à notre projet et qui se propose d'en assurer la diffusion et l'information auprès des cardiologues. Et avec ce réseau Rédicard, nous avons développé le projet ETP avec un programme PREDIC que Madame Lafortune, pharmacienne, et Madame Borin vont vous développer après. Donc moi, je vais déjà vous parler du projet en lui-même, le projet global. On est parti donc de l'idée que l'insuffisance cardiaque avait une particularité. Je ne vais pas vous relire ce qui est écrit, vous l'aurez dans le dossier. Je vais vous résumer ce que j'avais présenté à l'hôpital Jacques-Cartier lors de notre présentation pour vous faire vivre un peu ces petites slides. Donc, l'insuffisance cardiaque a une particularité, évidemment. C'est souvent un patient âgé, polymédicamenté, aux nombreuses comorbidités. C'est dire l'importance de prévenir la iatrogénie chez ce sujet, médicamenteuse, et parallèlement de prévenir la réhospitalisation dans un contexte souvent instable. La prise en charge en phase aiguë est souvent retardée par une méconnaissance du patient et de sa pathologie, ou souvent aussi un manque de disponibilité de chacun ou de la réaction des professionnels au bon moment. Le retard d'accès aux médecins traitants et aux cardiologues est dangereux pour ces patients. Et là se situe le problème. La coordination entre professionnels est à construire parce que finalement, peu élaborée, très élaborée à l'hôpital, mais très peu en ville. Et la prévention, notamment de l'ETP, est à organiser aussi avec une prise en charge globale qui est absolument très imparfaite, voire absente en ville, malgré les efforts notamment du réseau Rédicard. Alors, les solutions, donc améliorer ou créer la communication entre les acteurs de santé autour d'une meilleure organisation du parcours de soins de l'insuffisance cardiaque, autour d'une meilleure communication aussi entre les acteurs de santé, ça nous a paru primordial. Alors, on peut citer pharmacien, médecin traitant, cardiologue, infirmière, diététicienne, mais aussi le kinésithérapeute et le biologiste. Tous ces acteurs de santé doivent disposer d'une même information médicale, ça c'est très important, concernant le patient qui est un patient complexe, afin de l'orienter au mieux dans le parcours. Donc, à partir donc, des fiches que vous avez sous les yeux, je vous résume notre pensée. Il faut ensuite identifier les acteurs de santé du parcours de soins coordonnés et surtout qualifier leur rôle et leurs compétences. Le médecin, je vous donne des exemples, le médecin généraliste va dépister l'insuffisance cardiaque, l'informer de sa maladie, assurer et coordonner son suivi. Le cardiologue va confirmer le diagnostic parce que c'est important, c'est une maladie complexe, participer à la titration des médicaments avec le généraliste et assurer le suivi en coordination avec le généraliste et l'infirmière. L'infirmière à domicile assure le suivi des constantes, contrôle du poids, assure aussi les bilans biologiques, le contrôle du bilan biologique qui doit bien sûr être interprété par le généraliste et ou le cardiologue. Le pharmacien a un rôle très important aussi parce qu'il participe évidemment à la bonne absorbance thérapeutique, il détecte une rupture de soins et surtout évite les automédications dangereuses et toujours en corrélation avec les autres professionnels. La diététicienne s'assure d'une alimentation peu salée
et guide dans la prévention ou la gestion de la pathologie diabétique associée, obésité associée, puisque typiquement ce sont des sujets âgés, souvent complexes, et c'est toute l'importance du pluripro et de la disponibilité de tous les professionnels. Le kinésithérapeute participe au maintien de l'activité physique régulière et adaptée, et on verra comment ceci peut s'imprégner dans l'éducation thérapeutique. Il faut donc favoriser et organiser l'éducation thérapeutique en partenariat avec Résica, Réseau Expert. C'est le maillon manquant actuellement de la chaîne en ville. Il faudra aussi mettre en place des protocoles pluridisciplinaires qui sont construits avec tout le monde, c'est-à-dire des protocoles ville-ville, mais aussi des protocoles ville-hôpital, aussi bien pour l'entrée que pour la sortie du malade. Par rapport aux fiches projets que vous avez sous les yeux, existent 4 fiches, les autres fiches qui sont des fiches actions, qui correspondent justement à cette action de prise du patient en aigu. Que fait-on? Comment s'organise-t-on ensemble avec l'hôpital et la ville, avec le cardiologue, mais aussi avec le généraliste et les spécialistes en ville et avec tous les pros? Le suivi du patient à la sortie, la prise en charge à la sortie, en sortie d'aigu, mais aussi le suivi en chronique. C'est-à-dire le patient est chez lui, on le suit pour éviter l'hospitalisation, mais aussi pour lui faciliter le parcours de soins avec l'équipe. Voilà. Donc tout ça nécessite des protocoles, mais ce ne sont pas des protocoles pour écrire des protocoles. Le but, c'est d'avoir vraiment une opérationnalité, une simplicité où chacun va pouvoir s'engager et où chacun va participer. Il ne s'agit pas d'imposer un protocole à qui que ce soit. Il faut travailler tous ensemble avec évidemment les personnes qui sont qui sont très compétentes comme les cardiologues. On ne peut pas travailler sans les cardiologues et l'hôpital. Mais il faut quand même que tout le monde arrive à s'approprier et à gérer ces protocoles. Et donc, il va falloir les faire ensemble. Ce ne sont pas des protocoles projetés sur la ville ou projetés sur l'hôpital par les uns et les autres, mais ce sont des protocoles vraiment pluripro. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc voilà, c'était l'idée de ces protocoles. Ces protocoles sont effectivement complexes, comme pour toutes les pathologies. Donc l'idée, c'était d'être un peu un centre pilote au départ, mais après comment dirais-je, de mutualiser sur l'ensemble des CPTS espace vie, puisqu'on a beaucoup espace vie dans l'Essonne, mais aussi au-delà avec les autres CPTS, parce que l'hôpital et tous les services qui vont être les services SSR, etc., s'il y a besoin d'une rééducation, ne vont pas, il faut leur simplifier aussi la vie. On ne va pas faire 50 000 protocoles. Il faut que nous, la ville, nous facilitions aussi la vie à l'hôpital. Et c'est aussi l'idée de ce projet, d'essayer de mutualiser et de rencontrer tous les hôpitaux pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu uniforme, sans pour ça que ce soit trop dans un cadre, dans un carcan, mais il faut quand même que ça simplifie la vie à tout le monde. Donc, il faudra favoriser le contact aussi entre le médecin généraliste et le cardiologue en ville, ça c'est très important, parce qu'il y a quand même un manque d'accès aux cardiologues. En tout cas, les cardiologues sont très disponibles, mais c'est la manière de les joindre qui n'est pas toujours, parce que les secrétariats font barrage, parce qu'ils sont très pris, ils travaillent à l'hôpital, on n'ose pas toujours les déranger, on ne sait pas forcément les compétences de chacun. Et donc, ce qu'il faut, c'est absolument éviter les décompensations et surtout éviter les hospitalisations. Un patient qui décompose moyennement n'est pas obligé d'être hospitalisé s'il y a une bonne équipe en ville, avec un bon secours éventuellement d'un correspondant hospitalier ou cardiologue, parfois même au téléphone. Ça peut être des allers-retours qui simplifient la vie aux patients. Il faut évidemment organiser le retour au domicile après une décompensation cardiaque. Il convient de mettre en place donc un parcours de soins coordonné, comme on l'a déjà dit, avec un cardiologue qui va suivre le patient de façon rapprochée quand même avec l'aide du généraliste dans les premiers mois pour titrer, pour épauler, et ensuite mettre très vite, par contre, en place l'éducation thérapeutique, quasiment dès le diagnostic, même s'il est hospitalisé au départ, qu'il soit hospitalisé ou pas, l'éducation thérapeutique doit être mise en place très vite, puisqu'elle fait, pour nous, partie intégrante du traitement. Donc, les protocoles, je vous en ai parlé. Et parallèlement, le réseau Rédica, mais aussi éventuellement Espace Vie, si on arrive à s'organiser, peut proposer des formations, parce qu'on pense tout ça est complexe, il faut des formations des généralistes et aussi des paramédicaux, et probablement une formation au travail pluripro sur ce sujet, avec peut-être l'aide, évidemment, enfin sûrement l'aide
non seulement de l'ARS, mais peut-être aussi des médico-sociaux, parce que ce sont des patients qu'il faudra garder à domicile le plus possible. Et donc, le réseau va s'étendre, notamment aux médico-sociaux pour ces patients. Voilà, au total, donc, il faut vraiment travailler en communication. Les outils, on vous en reparlera plus tard, qui sont possibles en dehors de l'outil humain et qu'on vient de citer. Le but, c'est de simplifier la vie au patient, de le remettre au centre du parcours et de fluidifier l'ensemble en restant dans quelque chose de professionnel, en s'appuyant sur des gens experts comme les cardiologues, ce soit l'hôpital ou le réseau Résicard qui a fait ses preuves de son efficacité. Alors, évidemment, tout ça est parti d'un raisonnement par rapport aux recommandations HAS, qui sont bien résumées dans une des slides. Charlotte, s'il te plaît. Les recommandations HAS, il faut que tu remontes un petit peu. Voilà. Donc, il y a le guide du parcours de soins de l'insuffisance cardiaque qui est très bien fait. Il fait 82 pages, donc on n'a pas voulu tout vous dire. Il date de 94, mais il est vraiment très utilisable et tout à fait d'époque. Moi, ce que j'ai retenu dans ce guide, c'est surtout qu'il y a des annexes intéressantes avec un questionnaire de qualité de vie de Minnesota du patient qui nous permet de voir un petit peu comment le patient se ressent, parce qu'il est important de mettre le patient au centre, donc qu'il évalue ce qu'il est et ce qu'il va devenir. Les éléments de mauvais pronostic de l'insuffisance cardiaque qui concernent toute l'équipe médicale et paramédicale. Les signes cliniques qui doivent conduire à une consultation médicale qui est faite évidemment pour les paramédicaux, mais aussi pour le patient lui-même, puisque on va lui apprendre à se prendre en charge. Là, toute une annexe sur la réadaptation cardiaque qui sera intéressante de lire et comment est-ce qu'on peut la mettre en place, notamment avec les CCSR. Sur les Saônes, on est assez gâtés. Nous, à Villiers, effectivement, on a une bonne rééducation, mais il y a aussi Bligny dans les Saônes. Dans les plus connus, il y a l'hôpital Jacques-Cartier. Donc ça, il faut évidemment qu'on travaille en continuité avec ces gens-là. Une autre annexe qui est la question d'activité physique pour les personnes âgées m'a paru intéressante aussi parce que c'est un questionnaire que nous pouvons utiliser pour les aider. L'observance médicamenteuse, notamment pour les pharmaciens, un questionnaire qu'on peut donner aux patients. Et puis la fiche de surveillance pour les infirmières. Alors ça, ce sont des modèles, mais à nous de nous approprier tout ça. Moi, par exemple, dans la maison médicale à Morsan, on a déjà approprié tout ça pour faire un protocole, mais évidemment, ça n'est que très local et ça ne concerne que nous, mais ça donne déjà une idée. Et le but, c'est de développer ça et de le donner, surtout de le mutualiser avec les autres CPTS du coin. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Si vous avez des questions, voilà. J'ai essayé d'être succincte. C'est moi qui reprends la main. Donc Valérie Gorin, diététicienne. J'ai eu la chance de faire partie de ce projet pilote sur l'Essonne. Et donc là, je vais revenir sur quelques considérations théoriques que je vais passer assez vite puisque Christine en a parlé pas mal déjà dans sa présentation. Vous rappelez donc l'éducation thérapeutique du patient, elle vise vraiment à acquérir pour le patient des compétences dont il va avoir besoin pour lui, mais aussi sa famille, ses proches vont également, à travers donc ces programmes d'éducation thérapeutique, pouvoir aussi acquérir aussi un certain nombre de compétences pour mieux encadrer le patient. Le but étant donc pour cette éducation thérapeutique, qu'elle puisse être améliorer la qualité de vie du patient. Donc, si on rappelle quelques dates, on a donc depuis 2007 donc la HAS qui a donc établi des recommandations afin de définir donc le TP, d'en rappeler les finalités ainsi que l'organisation. Et donc, comme Christine a dit tout à l'heure, un guide donc méthodologique qui est très bien fait et qui permet donc de vraiment revenir là-dessus sur un programme d'éducation à mettre en place, toujours pour des patients qui sont atteints de maladies chroniques. Ça reste important. En 2009, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi Hôpital Santé Territoire
qui donc encadre complètement donc, cet ETP. L'ETP, à partir de cette période, fait partie intégrante du parcours de soins du patient. Donc ça, c'est une notion nouvelle. Et puis, donc, les programmes d'éducation seront forcément validés par l'ARS. Et puis, ceux qui dispensent ces programmes d'éducation thérapeutique doivent être également validés puisque doivent avoir participé à une formation minimum de 40 heures pour pouvoir donc exercer, donc dispenser donc les programmes d'éducation thérapeutique et puis être rompus aux techniques pédagogiques qui sont demandées pour la présentation de ces ETP. Alors l'ETP, ça peut faire peur à certains, mais vraiment faire comprendre que l'ETP, ça va être essentiellement donc une centralisation donc du programme sur bien le patient et sa problématique et non pas sur sa maladie. On va avoir donc à travers cette éducation thérapeutique, le gros intérêt, c'est réussir donc à maintenir ou à acquérir des compétences afin donc d'améliorer la qualité de vie des patients. Et ce qui est recherché avant tout, c'est effectivement une acquisition de compétences d'auto-soin, c'est-à-dire faire en sorte que le patient de lui-même puisse trouver une réponse dans le soulagement de ses symptômes ou de pouvoir mieux évaluer des autocontrôles, par exemple, ou des autosurveillances qu'il réalise quotidiennement et avoir donc, à partir donc de ce qu'il fait, donc avoir une assurance que effectivement ce qu'il constate est bon pour lui. Au niveau donc des compétences d'adaptation, c'est ça aussi qui est intéressant à acquérir à travers ces programmes de TP. Le patient va grâce à ça, à partir du programme, logiquement pouvoir avoir donc amélioré son observance, réussir également à mieux s'évaluer et à renforcer en fait ses actions afin d'adapter donc sa vie et ses habitudes de vie pour améliorer donc sa qualité de vie. Ça, c'est pour ce qui est l'ETP. L'ETP qui peut faire qui n'est pas toujours proposé, qui est proposé souvent par donc les professionnels de l'hôpital, mais qui n'est pas toujours relégué au niveau des professionnels de ville. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. L'ETP s'inscrit vraiment donc dans le parcours de soins du patient, ce qui fait que on va avoir, avec l'aide du cardiologue, du médecin généraliste, de tout autre professionnel qui encadre le patient, avoir accès pour lui à une information différente et non plus de l'information, mais bien une éducation pour l'accompagner. Donc, ça n'est pas une nouvelle consultation qui est proposée au patient, mais bien donc des ateliers pour lui permettre de mieux communiquer et afin d'améliorer sa qualité. Catherine Lafortune, pharmacien d'officine. On va vous parler maintenant un petit peu plus de l'ETP et l'insuffisance cardiaque, notre sujet d'aujourd'hui. Alors juste, ça a été évoqué déjà, on va rappeler ce que c'est que l'insuffisance cardiaque, mais quelques chiffres, il faut savoir, même si ces chiffres sont un petit peu anciens, quand même, nous sommes toujours environ à 2 millions de personnes qui sont touchées par l'insuffisance cardiaque en France, 120 000 nouveaux cas chaque année, 15% des plus de 85 ans sont insuffisants cardiaques, docteur Estiadieu l'a bien dit, ce qui représente 160 000 hospitalisations par an, donc un coût pour la collectivité, ce qui est certain, et c'est encore la première cause d'hospitalisation chez les plus de 65 ans. Il faut rappeler aussi, malheureusement, 70 000 décès par an liés à l'insuffisance cardiaque et surtout, là, on a peut-être une super action à faire tous ensemble, 10% de décès à 3 mois d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et si on peut éviter cette hospitalisation ou cette réhospitalisation, les patients auront beaucoup à y gagner, bien sûr, et la collectivité aussi.
Alors, l'insuffisance cardiaque, vous le savez tous, c'est tout ça à la fois. On l'a dit, c'est une maladie chronique, multifactorielle, multisymptomatique avec différents grades. Alors là, on ne va pas refaire un cours sur l'insuffisance cardiaque, mais c'est une maladie droite, symptomatologie droite, gauche, c'est une maladie évolutive. Donc, l'ETP a toute sa place pour cette pathologie. Là, c'est certain. On a mis également, enfin, je remercie déjà le réseau Résicard qui nous a prêté quelques diapositives, mais vous voyez, il y a aussi des mots de patients, le cœur fatigué, de l'eau dans les poumons. Donc voilà, c'est toutes ces multiples expressions qui vont qualifier l'insuffisance cardiaque. Alors, l'idée de l'ETP, c'est vraiment de développer ce programme en ville et là où est le patient, même s'il y a de très belles choses qui sont faites à l'hôpital, et ça c'est très bien. Après, le patient chez lui, avec ses proches ou tout seul, est vraiment livré à lui-même, donc c'est continuer cette éducation. Voilà. L'expérience de Morsan, voilà, sur les 6 derniers mois, donc ça a été une belle rencontre entre la maison de santé du château, le réseau Résicard et Espace Vie, et justement d'amener ces expériences de l'hôpital, les amener en ville. Donc, ce programme éducatif qui s'appelle Prédic, l'idée était vraiment de le délocaliser et de l'amener en ville, dans les cabinets ou dans des lieux différents. Bien sûr, pour ça, il y a eu une formation, on pourrait en reparler, mais une formation aux outils de l'équipe initiale pour qu'on s'approprie les outils qui sont à notre disposition. Alors, dans l'Essonne, Résicard, parce que Résicard, c'est un projet qui a été monté par le docteur Patrick Assayag, cardiologue à l'hôpital Saint-Antoine, qui, sur notre territoire, enfin sur les territoires d'Île-de-France, qui s'est déjà développé, vous le voyez, à Saint-Denis, dans le 92 à Neuilly-sur-Seine, dans le 78 au Chesnay, à Paris aussi, intramuros, à l'Institut Montsouris, mais dans le 91, tout est à faire, tout est encore à construire. Voilà pour la notion de territoire. Et pour l'instant, dans l'Essonne, nous n'avons pas d'hôpitaux partenaires, donc nous attendons aussi, nous comptons par exemple sur Jacques Cartier à Massy. Alors, l'expérience de Morsan sur les 6 derniers mois. Maintenant, nous allons passer plus dans le concret. Comme Christine vous l'a dit, Morsan, la maison de santé pluridisciplinaire de Morsan est devenue en quelque sorte ce centre pilote en ville pour l'Essonne. Donc, comment ça s'est passé? Le médecin généraliste identifie les patients insuffisants cardiaques et au cours d'une première consultation ou d'un suivi, leur présente en quelques mots le programme de TP Prédic, leur explique que ça se passe en atelier collectif d'une moyenne d'1h30 pour la durée de l'atelier. Et ce sont des ateliers de groupe, ce qui est très intéressant pour les patients et qu'il faut, et en moyenne, on a eu 4 à 5 personnes. Et on leur remet la plaquette Prédic pour leur expliquer. Ils peuvent se renseigner directement au réseau, mais on est là aussi pour leur donner toutes les explications. Donc voilà pour cette première approche. Donc je crois, Valérie, que là c'est toi. Je reprends la main. Là. Et donc au niveau, une fois cette information dispensée aux patients, on va donc proposer au patient d'adhérer et donc on va lui demander ce qu'on appelle son consentement. Le consentement du patient sera matérialisé avec ce document qu'on vous remet. Le programme Résicard et le programme Prédic de Résicard est bien présenté et on propose aux patients d'adhérer au réseau Résicard et voilà, tout simplement, on lui parle de comment ça va se dérouler, les différents ateliers.
ce consentement est donc signé. On va donc réaliser un entretien individuel avec le patient. C'est ce qu'on appelle le bilan éducatif du patient. Il se trouve que c'est moi qui les ai réalisés donc, pour ces premiers ateliers faits ensemble. Et donc, j'ai convenu d'un rendez-vous avec les patients, un rendez-vous d'environ 1 heure. Et à travers donc, ce rendez-vous, on a donc essayé, à travers un formulaire aussi qui est proposé par ESICAR, d'identifier donc la problématique de patient sur ce qu'il a, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il sait de sa maladie, sur ses croyances également, sur ses symptômes et puis sur ce dont il a envie, ses projets de vie. Donc pour aider donc, à prioriser donc, ses objectifs à lui et définir ensemble un parcours adapté à sa problématique à lui. Donc ça, c'est défini donc, à la fin du bilan éducatif. Ce bilan éducatif est donc à la fin partagé avec les différents donc, intervenants du programme qui sera dispensé dans les jours suivants afin que chaque éducateur, si on peut dire, puisse vraiment connaître la problématique de chaque patient. Voilà, ça c'était la fiche synthèse dont je vous parlais qui permet donc de regrouper, de vraiment identifier la problématique du patient et de définir son programme. Jusqu'alors, donc sur Morsan, nous avons donc réalisé plusieurs, donc on a réussi à faire 4 ateliers par groupe. Chaque groupe inscrit à, donc on va vous présenter donc les différents thèmes des ateliers juste après. Mais afin d'organiser effectivement ces cycles d'ateliers, nous avons donc dû planifier ces ateliers. Cette planification s'est faite avec l'ensemble des intervenants et puis on a donc organisé ces ateliers au niveau d'un cabinet libre, un cabinet médical libre qui était connu de l'ensemble des participants afin de rendre donc facile l'accès à ces ateliers. Donc, on a mis un délai, un intervalle entre chaque atelier, pour certains, entre 8 à 15 jours, mais l'idéal est d'être sur des délais assez courts afin que donc, les patients restent bien imprégnés donc, de la logique des ateliers et puissent aussi revenir sur des éléments d'un atelier à l'autre où ils ont des interrogations. Voilà. C'est plus facile avec des délais courts. Alors, pour vous parler des ateliers, donc il s'agit bien de 5 ateliers collectifs sur l'insuffisance cardiaque, qui sont comprendre la maladie, l'insuffisance cardiaque, gérer les médicaments au quotidien. Bien sûr, l'alimentation a une part très importante, donc c'est gérer le sel dans son alimentation, adapter l'alimentation et bouger avec l'insuffisance cardiaque. Alors celui-ci, on l'a laissé en rouge pour l'instant parce qu'il ne s'est pas réalisé dans la pratique, bien que maintenant nous ayons un animateur, mais ça c'était en fin 2019, début 2020. C'était l'hiver, donc c'était moins facile à organiser et surtout l'épidémie du coronavirus nous a stoppé dans notre élan. Enfin voilà, il y a bien 5 thématiques de prévues pour ces ateliers collectifs. Alors, comment ça se passe un atelier et comment on les a déroulés en pratique? Quand on reçoit les patients au cabinet, on leur explique, donc on fait un tour de table, chacun se présente, on présente la séance, on le rappelle, même s'ils ont été prévenus avant, sur la thématique, le médicament, la diététique, etc. Souvent, en début de séance, est proposé ce qu'on va appeler un quiz vrai-faux, voilà, qui peut ressembler à ça. Là, c'en est un bien mangé bien manger pour mon cœur. J'ai le droit de rajouter du sucre dans mon café, par exemple. Donc, chaque participant à ce petit flyer et peut répondre ce qu'il pense.
je sais pas, etc. Après, bien sûr, la séance va se dérouler avec des outils pédagogiques. On va vous en montrer 2-3. Il peut y avoir des cartes, comme des cartes à jouer, des séquences vidéo, des petits bouts de séquences pour expliquer, pour après en parler. Et bien sûr, il s'agit d'un échange entre les participants. C'est ça, c'est laisser la parole aux patients pour qu'ils expriment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent savoir, et peut-être, et de là va découler ce qu'ils ont envie de mettre en place. On essaye toujours de refaire en fin de séance justement un vrai faux pour savoir ce que le patient a acquis, et il est très content par lui-même de voir qu'il sait qu'il a appris des choses. Donc l'idée est de faire un point sur la compréhension, les acquis. Se fait aussi une évaluation de satisfaction, et bien sûr on rappelle la date de la prochaine séance. Voilà pour le déroulé. Alors on va vous présenter très brièvement les 4 premiers ateliers. Bien évidemment, donc il y en a un. Alors les ateliers d'insuffisance cardiaque sont donc au nombre de 5 avec l'activité physique. Ils ont quand même une logique dans l'évolution, peut-être par rapport au diabète, où il peut y avoir des choix différents sur de très nombreux ateliers, tandis que là, ce programme PREDIC comprend ces 5 séances, et les patients sont invités à participer aux 5 séances. Ceci dit, s'ils n'ont besoin que d'en suivre 2 ou 3 dans un premier temps, ils peuvent bien évidemment. Alors, comprendre l'insuffisance cardiaque, je pense que vous le savez tous, les 4 signes à surveiller sont bien connus, mais l'idée est d'amener le patient justement à reconnaître ces signes, à voir quand il y a une évolution, quand tu prends quelques kilos très vite, s'il a des œdèmes, s'il se sent plus fatigué, quand il va monter un escalier par exemple. Donc l'amener à bien identifier ces signes pour les surveiller, et en face, bien sûr, l'amener à trouver ce qu'il pourrait faire pour garder des bons principes pour bien contrôler sa pathologie. Donc les exercices physiques, bien évidemment, le contrôle du poids, l'observance des traitements et tout ce qui tourne autour de la diététique et bien évidemment du sel. Donc cette diapo qui avait été créée par la Société française de cardiologie avait baptisé ces signes, les signes à surveiller, EPOF, et en face EPON. Voilà pour cet atelier. Alors, je vais vous montrer, voici par exemple les outils que nous avons utilisés. Donc, chaque patient peut avoir comme ça ce support qui ressemble à un set de table vide, et on lui propose tout un arsenal de cartes à jouer avec des dessins et effectivement un petit texte. Il faut penser aussi aux personnes qui ont du mal à comprendre ou à lire ce qui est écrit. Donc, bien sûr, on est là pour les aider, et on essaye de les sensibiliser justement aux signes qui va les mettre en alerte, comme j'ai pris du poids, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre rendez-vous chez le généraliste, je suis plus essoufflée, par exemple, est-ce que j'appelle le cardio, ou les signes, on va dire, plus d'urgence, la vive douleur dans la poitrine qui ne cède pas au repos, et j'appelle le SAMU. Là, chaque participant essaye de trouver ces signes propres qu'il a connus ou dont il a entendu parler, et savoir comment il faudrait réagir en face. Je dois dire tout de suite que même les patients très vite peuvent s'aider entre eux, ce qui est très intéressant aussi, cette participation collective. Alors voilà, ça c'est un résumé justement peut-être de pratiquement toutes les cartes en face des 4 signes à surveiller, l'essoufflement, le poids, les œdèmes et la fatigue, et avec toutes les cartes qui correspondent. J'ai pris 2 kilos en 2 jours, qu'est-ce que je fais? J'ai mes chevilles qui sont gonflées dès le matin, donc je prends rapidement rendez-vous chez mon médecin.
Donc voilà l'ensemble de ces outils qui sont très utiles et que les patients apprécient tout à fait. L'atelier gérer mes médicaments au quotidien, il est demandé en amont au patient quand il s'inscrit à cet atelier d'amener, si possible, ses boîtes personnelles de médicaments, d'amener son ordonnance et je dirais ses ordonnances, hein, tout confondu, pour justement lui apprendre à trier les médicaments qui sont pour sa pathologie cardiaque, mais aussi bien souvent, comme ce sont des patients polypathologiques, donc polymédiqués, à trier aussi les médicaments. Donc, on va les encourager donc à faire ce tri. Et on a à notre disposition, pareil, de la même façon, ces supports avec ces différentes thématiques où le patient peut positionner ses boîtes de médicaments et s'il ne les a pas, nous avons aussi tout un arsenal de cartes avec le nom du médicament et sa DCI. Donc, il peut placer les médicaments. On essaye de lui faire identifier dans quelle famille il va pouvoir classer ce médicament, ce qui n'est pas toujours facile. Et là, ça va peut-être dépendre des patients que nous avons avec nous, mais peut-être du mode d'action pour qu'ils comprennent bien que la statine va plutôt servir à faire diminuer le mauvais cholestérol. Les moments de prise qui peuvent être importants, et puis on pourra aborder, et si j'oublie, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et puis les dosages pour identifier, pour qu'ils identifient bien s'il y a plusieurs dosages, à quel moment les prendre ou pas. Donc voilà, avec ces outils, les patients vont remplir, je dirais, ce support. Je vais relaisser la main à Valérie, la diététicienne. Je vais accélérer parce que je crois qu'on arrive en fin de course là. Et donc, les deux derniers ateliers qu'on a réalisés, c'est donc 2 ateliers diététiques. Un atelier qui était tourné sur l'alimentation, où on revenait sur l'équilibre alimentaire et justement les notions de c'est interdit ou j'ai le droit, et toujours avec un système de cartes. Donc, réussir à leur faire proposer ce qu'ils mangeraient ou ce qu'ils mangent au quotidien, et également de voir les situations quand je sors ou quand je suis en vacances, au restaurant ou invitée. Et de la même façon, on a abordé dans le deuxième atelier diététique, c'est comment gérer la dose de sel. Et donc, pareil, à travers les cartes, essayer de leur faire évaluer donc, le taux de sel. Dernière chose, un atelier très intéressant aussi donc, dans le cadre de l'alimentation, on a étudié donc, les étiquettes alimentaires, ce qui permet aux patients de se repérer, de repérer les aliments qui sont riches éventuellement en sel et ou en graisse. Et donc, c'est des ateliers, les 2 ateliers ont en général été très, très appréciés et les patients assez dynamiques dans les échanges. Le dernier atelier, c'est l'activité physique. Donc, nous ne l'avons pas encore fait sur Morsan. Les ateliers ont eu lieu entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Donc, du même coup, ce n'était pas une période propice pour faire du sport à l'extérieur. On n'avait pas de local adapté et on n'avait encore pas du tout de formateur non plus à l'activité physique adaptée. Mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Alors, je vais reprendre la main quand même pour vous dire ce qui a été réalisé entre juin 2019, où on a réalisé les tout premiers ateliers, et février 2020. Nous avons fait 2 sessions complètes de 4 ateliers en co-animation, donc diététicienne et pharmacien. Le médecin a participé aussi aux premières sessions. La co-animation aussi facilite le bon déroulement, ça c'est très positif et les patients apprécient, ça donne une dynamique. Pour info, les deux participants animateurs peuvent être rémunérés dans ce cadre-là. Bien sûr, nous avons commencé une 3e session, mais qui a été stoppée par le coronavirus. Le retour des patients. On vous a repris quelques phrases, des retours, nous n'avons eu que des retours positifs. C'est comme un rendez-vous sur la place du village parce que c'était vraiment le lieu de proximité
C'était là dans leur ville, pas loin du cabinet. Ils ont trouvé que les échanges étaient conviviaux, constructifs. C'était un partage d'expériences. Ils nous ont mentionné aussi, c'est bien, on a appris des choses et maintenant je vais de même. Je vais enlever la salière de la table, je vais marcher un peu plus. Voilà, donc des retours positifs et les patients ont vraiment jugé, ont vraiment apprécié qu'il n'y ait pas eu de jugement. Ils ont beaucoup échangé entre eux, ce qui est important. Ils se sont aidés. C'était vraiment ce partage et nous étions là en fait pour recadrer s'il y avait une erreur qui avait été quand même mentionnée. Mais on sentait déjà de l'autonomie. Alors, un petit mot, parce que là, on arrive à la fin, on va aller très vite dans les dernières diapos. Je pense que nous sommes tous concernés, enfin toutes les professions de santé, et que cette expérience que nous avons menée à Morsan, dans un cabinet de ville, elle peut être reproduite dans bien d'autres endroits sur le territoire avec vous. Et pour garder la dynamique, il faut quand même l'investissement de départ des médecins. C'est vous, la plupart du temps, médecins généralistes et cardiologues, qui identifiez ces patients parce que vous posez le diagnostic et qu'il faut vraiment faire vivre une file active et que pour faire un atelier collectif, il faut un minimum de 4 personnes. Après, se pose le problème de la coordination dont on parlera peut-être après. Donc, on est tous concernés. C'est très enrichissant pour nos différentes professions, donc pour vous, pour le pluripro et surtout pour nos patients, pour tous nos patients. Voilà. Alors, tous impliqués, oui, le cardiologue hospitalier, on compte sur vous et votre équipe, le cardiologue de ville, bien sûr, et le médecin traitant qui va justement au cours d'une consultation, de la découverte de la pathologie, d'un renouvellement, d'un suivi, d'un changement de traitement, d'une décompensation, d'une hospitalisation, d'un retour d'hospitalisation. J'insiste un petit peu là-dessus. Le patient se trouve parfois livré à lui-même. Donc voilà, l'ETP a toute sa place et à ce moment-là, vous pouvez proposer de l'ETP à tous vos patients, à tous nos patients. L'infirmière aussi, bien évidemment, qui suit le patient en ville, mais même pour un tout autre problème, pour un autre soin, peut découvrir au décours d'un œdème, d'une prise de poids subite. Bien sûr, elle peut découvrir qu'il y a un problème, le signifier et proposer le TP au patient. La diététicienne, nous l'avons évoqué, ô combien, c'est pareil, qui suit un patient qui vient pour un surpoids, peut remarquer un essoufflement, la gêne de ce surpoids, un œdème et peut proposer aussi le TP. Alors le pharmacien, Christine l'a évoqué tout à l'heure, on peut tout à fait identifier au moment des renouvellements que le patient n'a peut-être pas été suffisamment observant. D'une même manière, qu'il vient nous demander dans des moments de chaleur un conseil pour un œdème des jambes. Est-ce que c'est un œdème? À quoi est-il dû? Est-ce que ce n'est pas un problème de décompensation ou un problème vis-à-vis de son traitement? Voilà, donc là, je crois que nous arrivons presque à la fin. Donc, c'est Christine qui va reprendre la main. Mets ton micro. Oui. Alors, c'est au niveau du projet d'amélioration du parcours de l'insuffisance cardiaque, c'est pensez-vous intégrer la télésurveillance? Alors, dans l'idée de ce suivi, en fait, on a déjà eu une réunion à l'hôpital de Massy, mais on comptait faire effectivement des réunions avec l'hôpital de Longjumeau, l'hôpital Gallien et le sud francilien, mais le Covid est arrivé. Avant le Covid, il y avait les grèves, donc on a eu un peu du mal à être en contact avec l'hôpital. Mais l'idée, alors, téléconsultation et protocole, tout ça, ça doit se construire en fonction des besoins et selon les patients, avec évidemment les spécialistes de ville et d'hôpital. Je ne pense pas que personne, surtout depuis le Covid, soit fermé à la téléconsultation, à condition de bien l'utiliser, avec un partenariat qui soit vraiment efficace pour le patient et surtout avec une proximité. C'est-à-dire que
enfin nous c'est un peu comme ça qu'on l'envisage, c'est-à-dire que les spécialistes sont proches de chez nous en gros, déjà parce que le patient ne va pas aller très loin et surtout qu'il y a besoin d'un travail entre spécialistes et généralistes sur un territoire donné, parce que c'est quand même le but actuel et puis ça paraît plus logique. Donc ça, Si je peux me permettre, c'est Sophie Bataille, excusez-moi. Oui. Moi, je parlais pas de téléconsultation, même si c'est une question très importante. Je parlais du dispositif de télésurveillance Alors, j'avais mal patient. compris votre Voilà. question. Type Alors, les patients oui. avec une balance connectée, Oui. de travailler avec Ouais. un industriel. Je peux répondre, Christine, Oui, bien sûr, Je Patrick, peux vas-y. répondre. Oui, alors j'en ai discuté avec Ariel il y a pas plus de 3-4 jours et on va mettre en place un système, Sophie, de télésuivi avec un partenaire, probablement celui que tu connais en fait, Air Liquide, et on est en tractation avec lui. Donc en fait, ça va se faire probablement, allez, on va dire octobre-novembre, quoi. Donc, Alors, on a effectivement, un déjeuner prévu au mois de septembre avec lui et on va probablement mettre en place ça très très rapidement. nous, au niveau local, on n'était pas prévenus de ce travail de Patrick. Non, mais c'est il y a 3 jours. Hein. Ouais, Attends, mais en il y a 3 fait, jours. l'idée, elle est très bonne. Alors après, ça peut être effectivement des partenaires globaux, mais ça peut être quelque chose de plus local. On ne sait pas. Ça pourrait être une télésurveillance beaucoup plus… parce que je ne sais pas. Nous, on ne connaît pas. Donc, pourquoi… Je pense que ça peut être une bonne idée, mais il faut quand même que l'infirmière puisse quand même jouer son rôle et que le patient ne soit pas seul avec sa technique, quoi. Nous, on voudrait quand même qu'on garder pour te répondre, Christine. Non, pour te répondre, Christine. Pour te répondre. Est-ce que je peux te répondre? Oui, bien sûr. Pour te répondre, en fait, ça va être, on va garder le TP et on va utiliser, si tu veux, la télésurveillance pour les patients qui malheureusement n'ont pas de suivi par une infirmière à domicile et qui peuvent, à la suite d'un week-end où ils vont prendre 3-4 kilos, être hospitalisés bêtement, alors qu'on aurait pu, s'il y avait une surveillance clinique, si tu veux, déjà pallier en augmentant la dose de l'Azélix. Donc, en fait, ça va être très, très ponctuel, en fait. Il y aura c'est vrai que la télésurveillance et le TP qu'on gardera. Voilà. Et le TP, mais aussi, enfin, je m'excuse, hein, la télésurveillance, mais par exemple, ça peut être un groupe d'infirmières ou un groupe sur une TPTS. Il peut y avoir un groupement, c'est-à-dire la télésurveillance, l'idéal, c'est quand même qu'elle soit couplée à des personnes, enfin moi c'est un peu l'idée que je m'en fais, hein, de manière à ce qu'effectivement il y ait une réactivité et que le patient ne soit pas tout seul. Ça pour l'instant, effectivement, ça serait bien qu'on le teste et qu'on le teste avec les professionnels, exactement comme là on a fait les pilotes. Nous, une autre CPTS peut vraiment tester ça et c'est évident que c'est intéressant parce que ça rassure tout le monde parce qu'on est sûr que le patient est pas tout seul et ça c'est très rassurant, c'est évident. Oui, non, ça sera également un lien, comme le TP est un lien, la télésurveillance sera également un lien avec le patient en fait. Hein. C'est pour garder le lien avec le patient qu'on utilisera la télésurveillance. Nous, on n'était pas forcément très convaincus. Hein. Je sais pas, Sophie si, je suis convaincue, c'est que, en fait, d'abord, je ne suis pas toute seule, je ne parlerai pas là, mais c'est surtout que je ne vois, je l'ai jamais essayé. Et bien sûr qu'on est convaincu, mais avec le partenariat avec les professionnels de manière à ce que ce ne soit pas uniquement un outil, mais qu'on se l'approprie. Voilà. Ça ne sera pas uniquement un outil, ça sera un outil qui crée un lien en fait. Voilà, en fait, je ne te cache pas qu'on en discute depuis très longtemps avec Ariel et au sein de Resicard. On n'est pas forcément absolument convaincu du télésuivi. Je ne sais pas si Sophie, elle est vraiment convaincue de ce télésuivi. On n'est pas forcément. L'étude de Galigné à Toulouse est négative. L'étude de PIMS que Patrick Chauvin devait sortir ne sortira pas en fait parce qu'il n'y a pas suffisamment de patients. Et puis, on attend l'étude étape. L'étude étape va être positive parce que ça va diminuer les hospitalisations. En fait. Oui, c'est ça le but. Je pense qu'on ne peut pas dire télésurveillance pour tous. Non, on ne peut pas dire infirmière pour
tous. Voilà. Je pense que l'enjeu, c'est de connaître tous les dispositifs disponibles, tous les hommes, Exactement. de tout mobiliser. Et on voit bien un patient qui a 50 ans, qui fait un infarctus et qui se retrouve insuffisant cardiaque. Il préférera peut-être, il sera capable de faire son pilulier tout seul, il fera ses séances de TP et il préférera peut-être faire une télésurveillance et monter tous les jours sur sa balance plutôt qu'une infirmière qui vienne le peser. À l'autre bout de la chaîne, un patient qui a 90 ans, qui est grabataire, il ne sera pas accessible à la télémédecine, ni téléconsultation, ni télésurveillance. Donc voilà, ce qui est important dans la maladie insuffisance cardiaque, c'est de voir que, vous l'avez dit en début de séance, c'est des patients âgés, polypathologiques, mais ce n'est pas que ça, c'est des gens qui ont des problèmes sociaux et c'est aussi des gens jeunes. Et donc, on a toute la gradation, c'est des gens qui sont coopérants et des gens qui ne sont pas coopérants, c'est des gens qui vont bien observer le traitement et d'autres non, c'est des gens qui ont un cerveau et c'en est qui n'en ont plus. Et donc, en fait, il faut mobiliser tous les dispositifs et tous les hommes autour de cette maladie et mettre le bon dispositif, la bonne personne pour le prendre en charge le mieux possible. Non, mais là, Sophie, on en est totalement convaincus. Hein. Est-ce que je vais vas-y. En fait, je suis d'accord avec Madame Bataille, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des patients jeunes. Nous, c'est un petit peu l'expérience qu'on a vue pour la téléconsultation et pour la téléalarme et tous ces trucs-là pendant le Covid. C'est qu'il y a plusieurs types de patients. Certains qui vont être capables d'utiliser une plateforme, qui vont être capables d'utiliser des outils, d'autres qui ont besoin d'une infirmière. C'est évident qu'il ne faut pas mettre une infirmière au chevet de tous les malades. D'abord, ça coûterait très cher, puis ça ne serait pas forcément utile. Il n'y aurait pas assez d'infirmières et pas assez de… Donc, effectivement, je pense que ce que dit Madame Bataille, c'est évident qu'il faut utiliser tous les outils. Et c'est l'avantage aussi de l'éducation thérapeutique et du travail en groupe, c'est qu'on est capable d'évaluer à un moment donné qu'est-ce qu'il faut pour ce patient et de trouver dans le groupe qui propose le travail en groupe, justement, la chose qu'on va, le bouton sur lequel on va appuyer pour faire rentrer le patient dans le système et qui sera le plus adapté au patient, c'est évident. Mais je pense que c'est vrai aussi pour pas mal de pathologies, en fait. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Christine. En fait, ce qu'il faut, en fait, c'est au-delà des outils, avoir une communication qui soit en fait exhaustive. Et c'est ça qui nous manque, en fait, et Sophie le sait très bien. On a le site internet, mais il nous manque en fait un outil de communication, on va dire interprofessionnel, professionnels médicaux, paramédicaux, qui puisse faire diffuser l'information et qui puisse faire en sorte que cet outil de communication, avec l'outil de coordination, en fait, soit synergique et qu'on puisse, à partir de ça, faire monter encore plus haut au Résicard parce qu'on en a les possibilités avec chacun d'entre vous. Voilà, c'est ça en fait qui nous manque. Hein. Mais ça va venir, ça va venir. Moi, je suis très optimiste et Sophie le sait très bien, on est très optimiste au niveau de Résicard parce que des centres comme Morsan, on en demande, on en demanderait, on en veut encore, hein, Christine. Bravo en tout cas. Alors nous en fait, pour aller dans ton sens, juste pardon, c'était peut-être pas à moi, pardon. J'avais juste Damien qui souhaitait prendre la parole du coup. Pardon. Ah bah Damien, voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, Damien, bien sûr. Juste un petit retour d'expérience parce que ça faisait partie des premiers travaux qu'on a portés au sein d'Espace Vie il y a 3 ans. Et pour ceux qui étaient là, on avait utilisé en bêta-testeur la plateforme Taxio avec des balances. On a une quarantaine sur Espace Vie, une quarantaine de balances connectées. Et on avait très rapidement essayé de mettre ça en place. Très rapidement, avec Florence Libert qui est ici, on s'est chargé, on a été face très rapidement à une problématique de logistique. Le coût du matériel par rapport à l'implantation des patients. Donc, vous voyez bien, si c'est pour avoir 40 balances connectées sur un point, c'est compliqué. Comment vous donnez les balances, comment vous les récupérez. On s'est aperçu très rapidement que là encore, comme il y a un manque de convergence des dispositifs entre les différentes structures privées, publiques, les différents interlocuteurs, l'immaturité organisationnelle fait que c'est très difficile de rendre visible une offre pérenne. Et derrière, on a été confronté à un coût qu'on n'a pas pu supporter d'utilisation des outils numériques. Alors, j'ai entendu ta réflexion, Patrick, sur Air Liquide. Moi, une fois de plus, ça me dérange beaucoup parce que Air Liquide, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Ça va être encore des problématiques de données de santé, ça va être encore un certain nombre de choses sur lesquelles on va être confronté avec des vraies difficultés de captation de patientèle pour une rentabilité autour de l'utilisation des outils. Donc, bien sûr, le télésuivi pour ne pas être trop intrusif dans la vie d'un patient autonome, on est tous d'accord. Et je pense qu'à ce stade là de la structuration des parcours, on est encore loin de trouver des solutions, malheureusement, au regard de toutes ces contraintes qu'on a identifiées.
Ouais. Voilà. Alors pour répondre à ta question, Damien, il va être très difficile de créer l'outil, si tu veux, et d'être totalement indépendant vis-à-vis des données. Ça va être vraiment très difficile. Quels que soient les partenaires que je connais, il y en a 3 actuellement. Il y a le partenariat de Perrar là, qui est à Lille. Il y a un autre partenariat parallèle, et puis il y a Air Liquide, si tu veux. Donc il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et tous, malheureusement, sont des grosses sociétés. Non, mais il y a 2 choses qui se percutent. C'est la donnée de santé, certes, je suis d'accord, mais il y a l'organisation. Et quand on voit aujourd'hui ce que fait Air Liquide à travers toutes ces filières sur le lien ville-hôpital, avec la captation des patients, sur laquelle on n'a plus aucune main organisationnelle, je pense qu'il ne faut pas se tromper, parce que si Air Liquide met des moyens dedans, au-delà de la donnée de santé, il y aura une captation de patientèle sur l'organisation en sortie d'hospitalisation, sur lequel, peu importe les CPTS, on ne pourra pas avoir la main, et ça sera au détriment des professionnels du terrain et du choix du patient. Je suis désolé de le dire, mais c'est hyper important et on doit en avoir tous conscience. Oui, alors créons l'outil nous-mêmes à ce moment-là. Moi, je veux bien. Est-ce que je peux reprendre? Ça va être très difficile, hein, très difficile. Moi, je pense qu'effectivement, ça on l'a dit au départ, moi, il me semble, pour le patient et pour la manière dont on va travailler et surtout pour la pérennité du système, qu'effectivement, l'équipe de soins puisse garder un petit peu la main sur le parcours du patient, parce que sinon, effectivement, ça va refaire tout ce qu'on a connu depuis des années, c'est-à-dire des projets qui sont tous magnifiques, mais qui, au final, au bout d'un moment, se mordent la queue et n'aboutissent pas, avec une insatisfaction globale de tout le monde. Et donc, ça, il faut que ça serve d'expérience. Et en fait, effectivement, il faut un outil qui simplifie la vie à tout le monde, mais il faut aussi des gens de proximité. Enfin, il faut être vigilant sur ce qu'on met en place et que quelque part, la coordination choisisse l'outil et qu'après, la coordination contrôle l'outil, mais que ce ne soit pas un outil qui nous dépasse ou un système… voilà, tout outil peut nous dépasser, tout gros truc peut nous dépasser. Je pense que c'est important, sinon on ne fait pas de la bonne médecine. Parce que Christine, derrière, il va y avoir la lecture des données. C'est-à-dire que l'alerte, parce que c'est bien de mettre en place l'automatisation. Là, on l'avait fait nous aussi également sur les parturientes, sur les toxémies gravédiques, sur lesquelles on avait des tensiomètres connectés. Donc, c'était super. Mais en fin de compte, il fallait avoir la logistique derrière avec la plateforme pour lequel. Moi, ce que je propose, si l'agence est d'accord, c'est une proposition. On pourrait très bien faire une expérimentation sur l'Essonne, qui est quand même un territoire assez dynamique, sur lequel les problématiques de logistique, ça a un coût. On puisse voir comment, avec les établissements partenaires, comment on peut mettre en place cette distribution de matériel, comment la récupération se passe, une évaluation économique du fonctionnement, tout en préservant l'intégrité et l'indépendance des professionnels à travers éventuellement un outil qui s'appelle Taxio, sur lequel c'est un abonnement, c'est pas très cher. Mais si derrière la logistique qu'on a fait bénévolement, qui ne pouvait pas tenir dans le temps, l'agence est d'accord de faire une expérimentation, avec Resicard, avec les partenaires, ça serait de bon augure et on pourrait peut-être essayer de le faire. D'autant que nous, on voulait quand même rencontrer les hôpitaux. On avait commencé parce qu'il faut faire des partenariats aussi de rentrée, sortie d'hospitalisation. Il faut prendre l'habitude de travailler tous ensemble, que ce soit pour le suivi comme ça, pour l'alerte de l'aigu, puisqu'on a travaillé ça dans les fiches actions, c'est comment faire en aigu, comment gérer l'aigu de manière pluripro, comment gérer la sortie. Et tout ça, en fait, rien n'est fait. Ça. Dans notre projet, en fait, tout reste. Quelque part, les grandes idées y sont et surtout le partenariat entre nous est fait, les réflexions, les rencontres sont faites, mais il reste encore beaucoup de choses à écrire. Il faut que l'hôpital arrive à travailler avec nous, arrive à prendre le temps, parce que ce n'est pas toujours facile pour eux, c'est vrai, mais nous, il faut qu'on arrive aussi à y trouver notre compte, parce qu'on est aussi beaucoup pris. Ce qui est certain, c'est qu'il faut travailler en partenariat et pourquoi pas être pilote. Et pour ça, il faut qu'on soit tous dans l'opérationnel et donc tous prêts à ça. Et qu'effectivement, comme le dit Damien, tout ça peut avoir un coût parce que ça prend beaucoup de temps et ça utilise de l'énergie et du temps. Pour qu'effectivement, on puisse garder la main et faire un travail vraiment pérenne, en fait. Non, mais je comprends très bien ton sentiment. Hein, c'est garder la main sur tes données. Hein. Il n'est pas question, bien entendu, que les opérateurs puissent entrer dans les données patients, en sachant qu'on peut utiliser forcément, comme dans les protocoles, des initiales et puis c'est tout en fait. Tu vois, on n'est pas, ils vont pas forcément tous aller chez le patient. On peut nous déplacer pour mettre en place la balance et éviter que, par exemple, un prestataire aille chez le patient, connaisse son nom, etc. Tu vois. Donc là, pour les données, on peut les protéger. Après, s'il y a le système de Damien qui est opérationnel, pourquoi pas, hein.
Après, ça va dépendre de Sophie Bataille et de l'ARS si elle souhaite mettre en place une expérimentation. On n'en est pas contre. Hein. Alors, effectivement, il y a peut-être le problème de données, mais il y a aussi surtout le problème du respect, de la proximité. C'est-à-dire, moi, j'avais pris une conclusion. On a un peu zappé la conclusion, mais la conclusion, c'était quand même appropriation des choses par les professionnels. Bien sûr. La continuité, la proximité, la simplicité, la fluidité, la réciprocité entre la ville et l'hôpital et la formation, parce qu'il faut être formé. Et donc, pour ça, ça nécessite des choses c'est là que la CPTS va être importante, la coordination entre les CPTS aussi. C'est-à-dire qu'il faut rester, je ne dirais pas locaux à un petit village de Gaulois, mais il faut quand même essayer de ramener ça à quelque chose qui soit autour du malade et que l'équipe soignante puisse avoir accès à tout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de saucissonner comme ça a été fait ou de perdre. Ce n'est même pas une question de perdre la main, les gens ne nous appartiennent pas. Le terme perdre la main n'est peut-être pas le bon. C'est plutôt garder la coordination, ne pas perdre de vue la coordination. Voilà. De toute façon, en fait, le terme de coordination marchera tout le temps. L'exercice coordonné, la coordination, le respect du patient, c'est ce qu'on fait tous. Hein. Et le décloisonnement entre la ville et l'hôpital. Voilà. Ouais. Et ça, voilà, c'est ce qu'on fait tous, mais voilà, lentement, pas à pas, lentement, voilà, c'est notre objectif. Hein. Ils en ont parlé au Ségur, hein, au niveau du 4e pilier. Hein. C'était les territoires et moi j'ai participé en fait avec la CSMF. Le résultat, c'est que pour l'instant, rien ne sort. Hein. Rien ne sort pour l'instant. Hein. Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties. Le Covid nous a stoppés hein, parce qu'on avait beaucoup de choses dans l'Essonne. Les professionnels avaient commencé notamment à Massy à se connecter sur Entrac. Nous, on a utilisé Entrac, mais il y a aussi, on peut compléter Entrac par des agendas partagés. On l'a testé pour d'autres choses, pour le Covid, où on peut vraiment mettre les gens en relation en complétant différents systèmes. Il y a pas, et du coup, on arrive à travailler en gagnant du temps et tout le monde est disponible. On a testé ça pendant le Covid pour plein d'autres raisons. Et je pense qu'après, c'est à nous de convaincre et puis probablement à nos instances de nous aider. Voilà. Est-ce que je peux juste dire un mot? Bien sûr, Catherine. Je me souviens, mais il y a déjà fort longtemps, d'une expérimentation quand j'exerçais en officine de ville à Paris, où sur le 13e arrondissement, avec Hector Falcoff, donc peut-être Ayag le connaît. Le pape de la CPTS. Voilà, quelque part, hein, donc on peut en parler. Alors, c'était pour l'hypertension, mais on n'est pas très loin. Des tensiomètres avaient été achetés et en fait, ils étaient distribués par les pharmaciens. C'est-à-dire que le patient, je crois que sur le 13e, 18 pharmacies avaient accepté sur les 20 et que le patient choisissait, comme il choisit son médecin, il allait dans sa pharmacie, on va dire, habituelle. On lui confiait un tensiomètre. Et il y a eu une surveillance pendant X semaines, je ne sais plus, et puis il venait rapporter. Et en fait, toutes les données, elles étaient collectées par les professionnels de santé. Et c'est peut-être une idée à reprendre, une bonne idée. Que ce soit une balance, que ce soit… voilà. C'est un des ateliers que Falcoff avait présenté lors de son assemblée générale il y a 1 an en tout cas. Hein, c'était ça. Parce qu'il faut aussi que ça reste quelque chose qui soit effectivement efficace, avec un coût raisonnable, et que donc on puisse avoir, quand on disait avoir la main et pouvoir aussi maîtriser le coût de manière à joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Et comme disait Madame Bataille, il faut que ce soit complété par une capacité à l'infirmière ou au médecin à se déplacer, la capacité du cardiologue d'être disponible rapidement, la capacité de l'hôpital de recevoir très vite le patient appelé par et qui est une espèce de parcours coordonné autour de ça avec des raccourcis un peu, des raccourcis selon l'urgence. Évidemment, on ne va pas faire une urgence pour un renouvellement d'ordonnance. Mais voilà, l'idée, c'est peut-être de faire des espèces comme ça, de trucs à tiroir. Mais pour ça, on ne peut pas construire tout seul, il faut qu'on construise tous ensemble. Ok. Parfait. En tout cas, bravo à Morsan et à la CPTS du Val d'Orge. Bravo.
Ben, en tout cas, l'idée, c'est quand même de mutualiser. D'abord, moi, je voulais conclure en disant qu'en tant que médecin, j'ai participé aux ateliers et que j'ai trouvé un autre contact, une autre manière de voir les patients et qu'il faudrait presque que chaque médecin y aille. On a mobilisé beaucoup les cardiologues, on a envoyé les courriers, on était en pleine mobilisation sur tout le territoire d'ailleurs, hein, on ne s'est pas arrêté au Val d'Orge, mais aussi avec les hôpitaux. Et le Covid nous a stoppé dans notre élan. C'est vrai qu'on était un petit peu… moi, je suis contente de faire ce webinaire parce que on était un peu dans la déprime tous, hein, pas que sur ce sujet-là d'ailleurs. Bien sûr. Un petit peu l'impression d'avoir eu les pattes coupées par différentes choses. Et voilà, et on ne veut plus avoir les pattes coupées en fait. Parce que avoir les pattes coupées, à force, ça fait mal à la tête. Ce qu'on a fait, Christine, c'est qu'on a fait de l'ETP à distance en fait, hein, pendant 3 mois à peu près. Alors, il y a quelqu'un qui posait la question. Moi, j'ai essayé de mettre mes patients, bien sûr. On a essayé avec mais les patients étaient tellement affolés par le Covid que ça ne marchait pas. On n'a pas réussi. On a vraiment proposé, hein, bien sûr. Ben avec Stéphanie, on a monté 31 ateliers. On a monté 31 ateliers en 2 mois. Ouais. 31. Je ne sais pas si… En tout cas, sur l'Essonne, je ne sais pas si d'autres ont essayé, si tu as eu des retours. Je ne sais pas, je te montrerai le tableau, mais bon, parce que moi, j'ai participé uniquement à 2. J'ai participé à un atelier sur la thérapeutique, bien entendu. Les autres étant faits par Stéphanie et les diététiciennes des différents centres. Et je dois dire que j'étais scotché parce que ça passait bien. Ça passait bien. Ça passait bien. Mais nous, Stéphanie nous avait contactés, de même qu'Aurélie pour le diabète. Et on avait dit OK, hein, on avait tous dit OK. Mais bon, on n'a pas eu l'occasion. Voilà, c'est peut-être. En tout cas, nous, à la MSP, après, je ne sais pas ailleurs, mais nous, on n'a pas eu l'occasion de le faire. OK. Moi, je vais y aller parce que je vais consulter. Je vous dis à très bientôt. Okay. À très bientôt, Catherine aussi. Et merci. Puis, Damien aussi. À très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. Merci, Patrick, de t'être venu. Au revoir. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, moi, je voulais savoir si Madame Bataille était toujours là et si elle avait eu la réponse à ces questions et qui c'est qu'il y avait d'autres. Oui, je suis toujours là. Est-ce que vous avez des infirmières de pratique avancée, maladies chroniques dans le territoire? Il y en a, oui. Nous, on n'en a pas eu. On n'en a pas ici parce que… attendez, il y en a qui sont en formation, Madame Bataille. D'accord, mais d'installés sur lesquels on pourrait s'appuyer tout de suite. On ne sait pas encore ça. Non. Mais en même temps, les infirmières… parce qu'en pratique avancée, ça serait plus au domicile du patient, vous voulez dire, ou dans les cabinets médicaux? En libéral, pour qu'elles s'occupent d'eux dans la prise en charge globale. Mais les infirmières que nous avons en ville, enfin, je ne sais pas, nous, par exemple… Non, mais les infirmières en pratique avancée, ce n'est pas le même métier qu'infirmière. Oui, je sais. Beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus un grand lien avec le médecin du patient. Et voilà, c'est une ressource, c'est un nouveau métier, une nouvelle ressource sur laquelle il va falloir s'appuyer. Oui, mais en fait, nous, il y a plusieurs, il me semble, enfin nous, sur Morsan, il n'y en a pas eu. Moi, je l'avais proposé aux infirmières de la MSP, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, Madame Bataille, c'est le temps qu'il faut pour se former. Non, mais il y en a peut-être. Non, c'est pas ça que je vous dis. Je sais que c'est très long, c'est très compliqué. La formation est compliquée parce que c'est long. Pendant tout ce temps-là, elles ne travaillent pas, mais elles font leurs études. Mais c'est vrai que quand dans un territoire, on a la chance d'avoir une infirmière en pratique avancée spécialisée dans la maladie chronique, c'est une ressource importante, différente de l'infirmière libérale et différente du médecin généraliste ou cardiologue et du pharmacien. C'est une ressource complémentaire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je pense que c'est important de les identifier, de savoir s'il y en a et de savoir où elles sont. Alors, je sais, Madame Bataille, qu'il y en a qui sont en train de se former. Je sais qu'il y en a une à Corbeil. Voilà, il y en a qui sont en train de se former. Elles n'ont pas fini leur formation. Il y a aussi des infirmières qui sont intéressées, mais qui pour l'instant n'ont pas pu tout faire et n'ont pas encore trouvé les créneaux. C'est vrai que on leur a donné l'information, mais elles n'ont pas forcément. Bien sûr. Et je pense réellement, Madame Bataille, que c'est une fois qu'on sera
validé et installé et que les gens comprendront mieux les CPTS et comprendront mieux un fonctionnement pluripro, qu'on pourra vraiment valoriser ça. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a tellement de… Enfin, nous, on s'en rend compte hein, avec M. Michelini ou avec toutes les personnes qui travaillent sur les CPTS actuellement, qui sont au bureau ou qui sont sur les projets. On se rend compte qu'on a une ligne d'avance, une grande ligne d'avance, et que une bonne partie des professionnels n'en sont pas là, et que on a encore du chemin, mais qu'effectivement, c'est probablement il y a plein de ressources possibles pour l'avenir. D'autant plus que tout le travail que vous faites là, à rien en fait. Ouais. De tout le travail que vous faites là sur ce parcours de 7 maladies chroniques, il s'applique aux autres parcours des autres maladies chroniques. Bien sûr. Sur la BPCO, ce sera la même problématique, la même méthode, sur le diabète aussi, etc. Donc, c'est vrai que c'est une acculturation territoriale qui vous permet ensuite de marcher à pas de géant sur les autres thématiques chroniques. Tout à fait. D'autant qu'on a… Et voilà, notre séance est terminée pour aujourd'hui. Un grand merci à nos intervenantes pour leur présentation, ainsi qu'aux participants qui ont pris la parole, qui ont permis un échange, un débat qui a été très enrichissant. Donc, merci à vous en tout cas. Si toutefois il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les poser via notre adresse mail webinaire@espacevie.fr. Pour toute question relative à la CPTS, à l'adhésion, au groupe de travail pour la participation ou autre, n'hésitez pas à me contacter à coordination.terra@espacevie.fr ou bien au secrétariat@espacevie.fr. N'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi que la cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube et être ainsi informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Je vous donne maintenant rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et oui, la semaine prochaine, c'est férié. Donc, dans 15 jours, le mardi 21 juillet, toujours à 13 h, et nous parlerons du diabète et l'ETP. Plus précisément, l'intérêt de l'ETP dans le parcours de soins santé et vie d'un patient diabétique. Aussi, nous aurons l'offre ETP sur le territoire. Et pour finir, le déploiement de l'ETP au sein d'une CPTS. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ou bien, comme d'habitude, vous aurez le lien d'accès direct au webinaire diffusé sur notre page Facebook Association Espace Vie. À 10 h le mardi matin, je diffuse le lien de connexion. Donc, sachez-le, hein, si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire, c'est toujours possible de venir, même au dernier moment, même pendant la séance. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et à dans 15 jours.